Et bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui nous allons nous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, où bien je me suis rendu à Sainte-Mère Église. Tout d'abord, Sainte-Mère Église, c'est une ville qui est située à quelques kilomètres de Carentan. Sainte-Mère Église avec Utah Beach fut l'une des deux zones de débarquement aérien dans la guerre de 39-45. En effet, les forces alliées de la 82e et 101e Airborne débarquent autour de Sainte-Mère-Église le 6 juin 1944. Autrement dit, le D-Day. Je pense que vous en savez assez sur Sainte-Mère-Église. Pour le moment, moi je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage et vous allez voir que vous allez en apprendre 2 fois plus. Pour revenir au sujet de Sainte-Mère-Église, c'est l'une des premières communes du Cotentin à être libérée par les parachutistes américains. Ça constitue aussi une zone de stratégie le long de la route nationale 13 reliant Cherbourg à Paris au croisement de 5 départementales. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, la 82e division aéroportée était en difficulté pour faire sauter les ponts sur la Douve et établir la ligne de défense comme prévu. L'inondation des marais était un véritable obstacle. Sainte-Mère-Église était un verrou, carrefour important à prendre et à tenir pour ensuite couper le Cotentin et éviter les renforts allemands vers Cherbourg. Objectif clé du débarquement sur les plages. Le seul port en eau profonde capable d'accueillir les ravitaillements pour la bataille de Normandie. Utah Beach ainsi que Omaha Beach sont les deux secteurs américains. Ensuite, nous avons Gold et Sword, c'est les deux plages britanniques. Et enfin, on a Juno, la plage canadienne. Lors de ce débarquement en Normandie, une trentaine d'hommes se posèrent dans la commune de Sainte-Mère-Église, dont une vingtaine sur la place de l'église. De nombreux échanges de tirs eurent lieu, mais à 4 heures du matin, le drapeau américain flottait sur la mairie. 2 contre-attaques allemandes eurent lieu le lendemain aux entrées de la ville. Les forces américaines furent mises à rude épreuve. Les parachutistes avaient pour objectif de défendre plusieurs ponts, notamment à la Fière et à Chef du Pont. À partir du 7 juin à midi, des troupes débarquées à Utah Beach viennent renforcer les troupes de parachutistes. Le film Le jour le plus long, sorti en 1962 pour relater l'ensemble de l'opération Overlord, débarquement en Normandie le 6 juin 1944, il mit en lumière un événement particulier qui fera de Sainte-Mère-Église un village célèbre. Un parachutiste est resté accroché au clocher de l'église de ce village, libéré par les parachutistes américains le 6 juin 1944. Ce parachutiste s'appelait John Steele. C'est des médics. Comme vous le voyez ici, les parachutes avaient plusieurs couleurs. En effet, leur voilure était teintée de rouge si c'était pour leurs munitions, armement, artillerie, ou encore une voilure jaune pour ce qui était du transport de matériel médical ou soins, ou encore voilure blanche pour l'équipement matériel, les voilures vertes pour la transmission radio-signal, ou encore voilure bleue pour ce qui est vivres et nourriture. En fait, les parachutes étaient d'une couleur qui eux-mêmes indiquaient leur fonction. Un couteau de combat est un couteau conçu pour l'usage militaire, spécialement pour le combat rapproché. En tant que couteau, il s'agit d'une arme blanche dont le port est réglementé, notamment en France. Les armes blanches furent un peu délaissées par les militaires au début du 19e siècle avec l'apparition des armes à feu à répétition modernes. Seules étaient encore distribuées des baïonnettes trop longues pour être utilisées autrement que montées sur un fusil. Durant la Première Guerre mondiale, le besoin en armes blanches maniables se fait sentir car les longues baïonnettes sont peu pratiques lors des corps à corps dans les tranchées. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'usage du couteau de combat fut généralisé et de nombreux modèles furent distribués dans tous les pays. Ici, on peut apercevoir plusieurs mécanismes qui permettent la détection de mines. Les parachutistes américains avaient une tenue très spéciale à eux, comme des chaussures de l'aéroportée. Dans ces chaussures, nous avons des jump boots ou alors des bugle boots. De plus, il y a la tenue M43. Dans celle-ci, nous avons une veste, un pantalon, ou encore la tenue HBT.
comportant elle une salopette HBT. Nous avons également la tenue de sortie qui est composée de la veste, du pantalon, du garrison cap, de la hike jacket. Nous avons également des protections hivernales comme des gants semi-toile, semi-cuir, des surgants, la capote en laine ou alors la béanie. Nous avons aussi un casque USM2 et M1C. On pensait tout savoir de l'opération Overlord, l'une des batailles les plus célèbres de l'histoire. Pourtant, les moyens de communication utilisés à l'époque, notamment par les armées britanniques et américaines, pourraient sembler singuliers aujourd'hui, comme des pigeons voyageurs durant la Seconde Guerre mondiale. En effet, la plupart des communications alliées avec la résistance française étaient assurées par des messagers zélés. En effet, les liaisons radio pouvaient être difficiles, voire dangereuses, si elles étaient interceptées par l'ennemi. Ce sont donc les armées américaines et britanniques qui avaient particulièrement recours aux pigeons voyageurs. Ainsi, 200 000 oiseaux sont utilisés par la Royal Air Force RAF et près de 46 000 par les Américains. Côté allemand, les pigeons étaient utilisés dans tous les pays occupés, servaient à Hitler durant l'invasion de la France, mais aussi dans les Balkans pour s'occuper des 50 000 oiseaux de l'armée allemande. 800 hommes travaillaient dans les services colombophiles germaniques. Et c'est là que tu vois, c'est de la toile. Tu vois. Donc 12 personnes dedans. De quoi? 12 personnes. Ouais. Avec tout le matériel. Le parachutage de milliers d'hommes sur les côtes de la Manche annonce le début du débarquement en Normandie. Tout commence en juin 1940 quand les soldats allemands s'installent également en Normandie après la défaite de la France 4 ans plus tard dans le cadre de l'opération Overlord. L'opération Neptune prévoit entre autres de larguer 2 divisions de parachutistes dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 pour protéger le secteur d'Utah Beach. Leur mission est d'enrayer les contre-attaques allemandes en direction des plages. Les régiments de la 82e Airborne Division aéroportée, commandés par le général Ridgway, et de la 101e Airborne du général Taylor, sont parachutés successivement entre Sainte-Mère-Église et Carentan. Les terrains inondés impliquaient une puissante attaque aéroportée. La plage d'Utah Beach, appelée autrefois la Madeleine à Sainte-Marie-du-Mont, a été ajoutée plus tard à l'opération Overlord. En effet, seul le port en eau profonde de Cherbourg est capable d'accueillir de ravitaillements nécessaires à la bataille de Normandie. 811 avions C-47 larguent 14 238 hommes sur la côte est du Cotentin, établissant une tête de pont à Sainte-Mère-Église. À 22h15, 432 avions C-47 décollent d'Angleterre avec à bord les 6600 hommes de la 101e Airborne. Et une demi-heure plus tard, les appareils transportant les 6400 paras de la 82e décollent à leur tour. Approchant les côtes normandes, les hommes se préparent et se concentrent sur les dernières directives. Au sol, peu d'éclaireurs sont à pied d'œuvre pour préparer le balisage. Le largage peut commencer. Malheureusement, les paras tombent rarement à l'endroit prévu et se retrouvent parfois à des kilomètres de leur zone de saut. Les 5 zones d'atterrissage drop zone entourées de marais font courir un risque de pertes humaines assez lourd et rend l'opération Overlord délicate. Pendant une bonne partie de la nuit, des hommes isolés marchent perdus dans le dédale des ais ou pataugent dans les marais. Autour d'eux, les patrouilles allemandes sont à leur recherche. Pour ceux qui ont retrouvé ou reformé leur unité, ils y font route vers leurs objectifs. Trois, deux, un.
Gentlemen, you are 2 minutes late. Oui, I hope that won't happen on you. I brought you here today because Operation Neptune is about to start. Our theater of operations is the Constantin Peninsula. Now, I'm sure you're all anxious to get started after working with maps and models for weeks. And now, it's time for you to know what your true mission is. You'll also give me the opportunity to explain your objectives in detail. True code names will be given to our airdrop missions. Albany for the 101st and Boston for the 82nd. Gentlemen, I don't need to remind you that it is vital that you achieve your objective. Whatever the cost, and as soon as possible, you must establish a solid beachhead at the Utah Beach area. The success of our landings depends on it. Gentlemen, you know. As I was saying, gentlemen, this will be no easy task. But I know you all quite well, and I have full confidence in your abilities. Ça, c'est un MG42. Ça, c'est un MG36. Et ça, c'est un Panzer West. C'était un bon. La Kalachnikov, elle ressemble beaucoup. C'est une copie. Et regarde ça. Le parachute, c'est plus. Faut sentir les choses. On a l'impression d'être dans l'avion. Rentre. On a l'impression d'être dans l'avion. Voilà comment il était. Il était aligné, mais il faut penser qu'il y avait les deux rangées. Ça s'appelait un stick.
il y avait tout l'armement, tu vois. Ouais, ils étaient tous habillés pareil. Hein. Pharmacie, la boussole. Ça repart. Allez, attends. Je te laisse passer devant. Et regarde, allez, vas-y, avance. Vas-y, je te laisse passer devant. Vas-y, Maxime, je te laisse passer devant, douceur. Allez-y, vous allez vous prendre de l'air. Et regarde en dessous. Hein? C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Impressionnant quand même. Non, mais j'aime pas T'as l'impression, ouais, t'as l'impression d'être au-dessus du village. Regarde. Sors de là. C'est ça, Mère-Église. Ah Max, ça fait bizarre, hein? We will be flown in. Dernier briefing avant le décollage. Ce GI reste très solennel, ou plutôt son hologramme. I can guarantee you, this will be a date remembered throughout history. Une fois les consignes données, les visiteurs prennent place à bord de cet authentique avion de transport de troupes, prêt à revivre la traversée de la Manche, comme en 1944. Avec des secousses, de la fumée, des parachutes au loin et le bruit des bombardements, pendant 7 minutes, les passagers sont immergés dans cette nuit historique. C'était très réaliste, l'avion, l'intérieur, on se serait vraiment cru à bord. C'est une manière de revivre l'histoire. C'est pour cela que je suis venu ici. En Normandie, le tourisme de la mémoire attire énormément de curieux. L'idée de ce simulateur, rajeunir l'image du musée et donc son public. On a un côté maintenant edutainment, on éduque avec un peu de ludique, et donc c'est ce qu'on a essayé de faire, et c'est plutôt bien réussi au vu des chiffres aujourd'hui ici dans notre établissement. En 4 ans, le D-Day Experience a relancé la fréquentation du lieu. 130 000 visiteurs l'an passé, contre 20 000 il y a quelques années. Nous avons ici une représentation de soldats qui est tombé sur l'église. De l'autre côté, effectivement, nous y reviendrons un peu plus tard dans la vidéo. Voilà. Bon, moi je l'ai vu.
Plusieurs représentations magnifiques nous sont représentées durant ce parcours et nous y découvrons la vie autrefois durant la guerre de 39-45. Les chevaux dans la Seconde Guerre mondiale furent des éléments auxiliaires dans l'évolution stratégique et tactique du conflit armé. On ne comptait plus que quelques nations à cette époque avec des unités à cheval. L'expérience de la Première Guerre mondiale avait servi et les fonctions traditionnelles de la cavalerie avaient été remplacées par des divisions blindées mécanisées. De même, au niveau de leur utilisation comme soutien logistique, l'évolution de l'automobile et des transports favorisèrent leur disparition au sein de l'armée. À l'entrée de la Seconde Guerre mondiale, le service de santé des armées sollicite à nouveau la Croix-Rouge et celle-ci accepte de mettre à disposition ses ambulances. L'opération Neptune et l'établissement de solides têtes de ponts alliés sur le sol normand posent la question de la protection et de l'approvisionnement des troupes au sol par l'aviation. La réponse se trouve dans la construction d'aérodromes provisoires avancés appelés ALG, Advanced Landing Grounds, pour les forces aériennes américaines et Halge Bay. Pour les Britanniques, au total, une cinquantaine d'aérodromes seront aménagés en Normandie durant l'été 1944. Le mariage qu'on voit d'habitude. Ben non, mais il n'y a pas d'habitude dans le Bah mariage. oui. En 1964, le président français Charles de Gaulle accueille le chancelier allemand Konrad Adenauer à l'Élysée. Pour en savoir un peu plus sur l'histoire du musée, après la rude épreuve vécue par les habitants du canton lors du transfert des cimetières provisoires, une question aussi soudaine que brutale émerge et projette le spectre d'un nouveau traumatisme. En effet, si d'avenir les commémorations du jour J venaient à disparaître, que resterait-il des événements de juin 1944, hormis la mémoire collective ? En proie à ces questions, Alexandre Renaud, pharmacien et maire de Sainte-Mère-Église à la Libération, entame des démarches afin de créer un musée de 1956 à 1958. Il multiplie les courriers vers les autorités américaines et françaises afin de collecter les fonds nécessaires à la construction d'un édifice à vocation mémorielle. En ces années dédiées à la reconstruction de la nation, la tâche est rude. Mais malgré tout, un terrain disponible est trouvé à proximité de la place du 6 juin au cœur du village, emplacement hautement symbolique des parachutages de la 82e Airborne. Cet emplacement de choix nécessite une muséographie innovante dont le point d'orgue serait l'exposition d'un planeur ayant participé aux opérations du jour J. Monsieur Renaud formalise cette demande en mai 1957 auprès de la 82e Airborne. Les Américains sont enthousiastes à cette idée et mettent beaucoup d'énergie à trouver cette pièce rarissime. L'année 1959 voit la nomination du docteur Jean Masselin au poste de maire de Sainte-Mère-Église. Il prend en charge le dossier de création du musée. L'inauguration de ce bâtiment en forme de parachute a lieu le 6 juin 1964, en présence notamment des généraux Radway et Taylor. La grande aventure du musée peut enfin démarrer. Au fil des ans, le musée s'adapte et afin de répondre au mieux aux attentes des visiteurs, l'association lance la construction d'un troisième bâtiment en forme d'allée d'avion et intitulé Opération Neptune pour son inauguration le 5 juin 2014
De nombreux vétérans, dont Don Chakouei, vétéran de la 92e Airborne, et le général Lee Cholson de la 92e Airborne, sont présents. La propagande américaine durant la Seconde Guerre mondiale est utilisée pour accroître le soutien à la guerre et souligner la détermination des Alliés à obtenir la victoire. L'utilisation d'un large éventail de médias, la haine de l'ennemi fomentée par les propagandismes et le soutien aux Alliés des États-Unis exhorte le grand public à un plus grand effort pour aider la production de guerre, et les jardins de la victoire persuadent les gens d'économiser une partie de leurs matériaux de sorte que davantage peuvent être utilisés pour l'effort de guerre et d'acheter des obligations de guerre. Il y a aussi la propagande nazie qui, elle, faisait partie des attributions du ministère du Reich à l'éducation du peuple. C'est à la propagande dirigée par Joseph Goebbels. Le parti nazi avait lui aussi son office de promotion, la Reichspropaganda-Leitung, der NSDAP, également dirigée par Goebbels. La propagande du nazisme commence dès les années 1920 avec l'ascension au pouvoir d'Adolf Hitler. Elle peut faire appel à tous les moyens possibles, attachant une importance particulière au sport, au cinéma. Celle-ci devient un élément fondamental de la Gleichschaltung, ou mise au pas, de la société allemande et devient un élément central du caractère totalitaire du régime. Là, le casque des gens de la Croix-Rouge. Ouais. Quand ils filmaient, ils prenaient des photos. Regarde les vieux appareils. Oui. Tu vois la caméra? Regarde la caméra qu'il avait le mec. Ouais. Photographe. Ils sont aussi grands. Pour se consoler dans les photos de Mylène Farmer. De pin-up, ouais. C'est Mylène Farmer. Non, c'est des pin-up. C'est ce qu'on appelait des pin-up. Ça c'est lance-roquette. Ouais. Ça c'est lance-roquette. Ça. Ça c'est les munitions. Les munitions. C'est un harley. Non, c'est un harley. C'est pas une harley. Voilà sur les chars. C'est les charrettes qui voulaient. Et vraiment. Rentrer dans 40 ans. Ah oui, 40 ans. Oh le chat, regarde. Il y a ça. Oh les vieilles. Les vieux sidecars qu'ils avaient les Allemands. Oh. Hôtel du Soleil Levant. Ils avaient la tête dehors. Ouais, là ils étaient sortis parce que c'était la libération. Ils avaient pris le drapeau allemand. Et lui, il prend en photo. Il les prend en photo.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, c'est les blessés. Il y en a des blessés. Bonjour, je suis Magali Mallet, la directrice de l'Airborne Museum de Sainte-Mère-Église. Vous allez le voir, nous mettons la dernière touche à notre tout nouveau parcours de visite autour de notre légendaire avion C-47. Le voilà, le C-47. C'est un véritable vétéran du débarquement de Normandie. Il a largué des parachutistes au-dessus de Sainte-Mère-Église le 6 juin 1944 et est revenu le lendemain en remorquant un planeur. Dans ce nouvel espace, vous plongez dans l'univers des parachutistes depuis leur création jusqu'à leur embarquement en Normandie. Vous découvrez les Pathfinder. Vous savez, ces parachutistes chargés de baliser les zones de saut. Vous assistez au briefing, mais surtout équipez-vous. Vous allez sauter avec eux. Grâce à notre tout nouveau film sur écran géant, l'opération Overlord n'aura plus aucun secret pour vous. Faites connaissance avec les acteurs de cette formidable épopée. Observez les réactions allemandes face à cette opération sans précédent. À Sainte-Mère-Église, nous avons coutume de dire que la liberté est venue du ciel. Rendez-vous dès maintenant à l'Airborne Museum pour le comprendre. Ah, ça, c'est le holder. C'est ce qui sort du char. C'est un carrefour stratégique, regarde, c'est le cas. Pourquoi il avait un masque? Le masque là, c'est parce qu'il est gazé. Encore des vestes. Le vélo, il se plie. Revenons-en à notre parachutiste resté sur l'église qu'on avait vue auparavant. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, John Steele atterrit sur Sainte-Mère-Église et reste accroché malgré lui au clocher de l'église. John est libéré de son harnais par les soldats allemands en poste dans le clocher. Il est fait prisonnier. John Steele s'échappe alors et rejoint ses camarades. À la base, il n'a pas du tout atterri ici, mais bel et bien de l'autre côté.